Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir les amis, bienvenue. Bonsoir Renaud. Bonsoir Renaud. L'actualité du jour, c'est un hommage à Beyrouth au sergent-chef Florian Montorio. Ce soldat français a tué samedi au Liban dans une embuscade contre les casques bleus de la Finule. Dear Florian, while serving under the United Nations flag, you fell here in this country, in the south of Lebanon. Honor again to you, my soldier. Emmanuel Macron, comme l'ONU, accuse le Hezbollah. Le cessez-le-feu temporaire conclu entre les États-Unis et l'Iran prévoit le désarmement de cette milice chiite libanaise pro-iranienne. Sauf que cela fait plus de 20 ans qu'une résolution de l'ONU l'exige. En vain, désarmer le Hezbollah est une mission impossible. On en débattra. Puis on vous retrouvera en dernière partie de l'émission, Marie Bodissot et Théophile Cossard. Et on va aller dans les Hauts-de-Seine où les habitants, à Colombes, où les habitants ont vécu un drôle de dimanche. Certains ont été évacués pour cause de déminage. Figurez-vous qu'on a retrouvé une énorme bombe de la Seconde Guerre mondiale en plein centre-ville. Il a fallu la neutraliser. C'était chaud. Désamorcer une bombe, je vous raconte comment ça marche. Et vous, Marie? On va comparer deux photos de la Terre vues de l'espace. En 60 ans, il paraît que notre planète a un peu changé de tête. C'est mauvais signe, mais ça ne choque plus personne. Merci Marie. À tout à l'heure les amis. Et pour commencer, un témoignage, celui d'un malade devenu médecin. Michael Sikorav est un psychiatre bipolaire. Il n'a été diagnostiqué qu'au bout de longues années, un parcours d'errance médicale qu'il partage avec nombre de ses patients. Il s'indigne du désintérêt des pouvoirs publics pour la psychiatrie, le parent pauvre de la médecine en France. On le retrouve dans un instant. Bonsoir Michael Sikorav. Bonsoir. Bienvenue à vous, ravi de vous accueillir. Laissez-moi vous présenter Fanny Veil et Valérie Brochard. Bonsoir. Michael Sikorav, vous êtes donc psychiatre. Vous venez de publier ce livre, Blouse blanche, idée noire, le témoignage percutant d'un psychiatre bipolaire. C'est aux éditions De Box Supérieur, psychiatre bipolaire, puisque c'est votre cas. Vous êtes malade aussi, vous êtes bipolaire. Et avant d'être diagnostiqué comme tel, ça a été un très long parcours d'errance médicale d'une dizaine d'années, comme souvent dans ce cas-là, jusqu'au jour où, parmi les spécialistes que vous avez consultés, l'un d'entre eux, je crois que c'était un grand spécialiste du côté de Nantes, vous a traité, je cite, de connard prétentieux. Et ce jour-là, vous avez vu la lumière en quelque sorte, il vous a sauvé la vie. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas si c'est ces termes-là qu'il a utilisés, je l'ai mis dans le bouquin, c'était un mail, mais en gros, j'ai compris que j'avais fait le tour des soins classiques qu'on allait pouvoir me proposer, et je me suis pris en charge moi-même. Donc c'est là le côté psychiatre m'a aidé pour ma bipolarité. Il y a ma femme qui a fait ça avec moi, qui est psychiatre aussi, et ça m'a aidé parce que sinon, je pense que j'aurais continué à errer, à faire des trucs qui avaient peu de chance de marcher, ouais. Ce jour-là, évidemment, vous avez trouvé, on va le voir tout de suite, si vous êtes là parmi nous ce soir, Michael Sikorav, c'est parce que vous avez le profil idéal, et c'est ce que nous explique Olivier Boucreux. Michael Sikorav, vous êtes psychiatre et bipolaire. Dans Blouse blanche, idée noire, vous racontez la psychiatrie depuis les deux côtés du bureau. Pour comprendre ce que vivent vraiment les patients, vous avez le profil idéal. Au départ, une enfance à Paris, des parents ingénieurs, un cadre privilégié. Au collège, ça bascule. Absence, décrochage, première dépression. On parle de TDAH, on prescrit des traitements. C'est vrai qu'il y avait un décalage entre le gamin à peu près convenable, entre guillemets, et puis des espèces de moments de rage où j'étais imperméable à toute forme de régulation. Chaque hiver, vous vous effondrez, chaque printemps, vous repartez. Le diagnostic arrive tard, trouble bipolaire. Redoublement, bac obtenu de justesse, vous voulez faire médecine interne, comme le Dr House. Refusé dans presque toutes les facultés, vous intégrez finalement celle de Poitiers grâce à un bug informatique. Malgré les rechutes, les nuits sans sommeil, vous vous accrochez. C'est là que votre trajectoire devient singulière. Vous êtes des deux côtés, celui qui prescrit et celui qui prend. Je suis né bipolaire, je suis devenu psychiatre. Si je ne mène pas ce combat, alors qui le fera ? Dans votre livre, vous racontez les traitements, leurs limites et la réalité des patients. Au fond, votre ligne est simple, partir du réel et rappeler que derrière chaque diagnostic, il y a une vie. Vous cultivez une présence en ligne très suivie. Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sikorav, je suis psychiatre. Compte Instagram et blog personnel, où votre parole et vos tatouages tranchent avec l'image classique de la profession.
Vous dérangez par votre refus de choisir entre les chapelles, psychanalyse, neurobiologie, thérapie comportementale, par vos prescriptions aussi, avec des médicaments hors cadre, quitte à vous fâcher avec la sécurité sociale. Il y a des trucs avec les autorités de santé qui déconnent sévère et il y a des façons, à mon avis, simples de changer les choses. Vous dites « Je ne suis pas quelqu'un de très sympathique, sauf avec mes patients ». Allez, soyez sympa, en chacun de nous, il y a un patient qui sommeille. Alors, Michael Sikorav, on le voit, ce parcours a été assez long, ce parcours de psychiatre bipolaire. En règle générale, à vos patients, vous ne dites pas que vous êtes vous-même bipolaire, mais ça vous arrive parfois de le leur dire. Comment est-ce qu'ils réagissent en général, vos patients ? Alors moi, quand je le dis, c'est que on a des patients qui ont galéré pendant parfois 20 ans, 30 ans, qui ont essayé 40 médocs, 40 thérapies, 40 trucs, et du coup de leur dire, écoutez, on va tenter ce nouveau médoc, ça leur suffit pas du tout, ils ont besoin d'espoir, ils en ont fait 50 avant, et dans ces cas-là, quand je vois, parce qu'il y en a, on ne sait pas si on va les revoir la semaine prochaine, honnêtement, où j'hésite pas à leur dire, écoutez, moi j'étais dans la même situation, je comprends que vous ayez qu'une envie, c'est de prendre la tangente, je l'ai pas fait, j'en suis là, et donc c'est quand j'ai besoin de temps, en fait. C'est pas pour leur raconter ma vie, parce que mon parcours ça crée un lien particulier. Voilà, c'est ça. Ça crée un lien un peu plus rapide, honnêtement. Et puis des fois, ça fait flop et les gens disent « Oula, c'est qui ce type ?» et ils reviennent pas. Vous, dans votre cas, il a fallu une dizaine d'années pour avoir le diagnostic et à peu près 3 ans pour vous stabiliser justement avec les thérapies, c'est ça ? C'est une moyenne à peu près, en moyenne ça C'est les stats. Je suis dans la gaussienne. Exactement, vous avez pile la moyenne. Ah ouais, pile la moyenne. Voilà. Dans votre livre, vous consacrez un chapitre entier au DSM, qui est une sorte de répertoire de toutes les maladies mentales et de leur traitement. Est-ce que vous l'utilisez encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut au contraire s'en séparer un peu pour pouvoir traiter correctement les patients ? Alors moi, je pense que les gens ne savent pas la différence entre la psychiatrie et la cardio. On entend sur tous les plateaux la psychiatrie, une discipline médicale comme les autres, etc. Mais on est la seule discipline où on réunit des experts et on crée des critères, et on dit ça c'est telle ou telle maladie. On a fait les études après, les psychiatres ne sont pas d'accord. On fait parfois à peine mieux que le hasard. Il y a des diagnostics qui ont été réfutés par la science, et on continue à réciter les critères comme ça. Donc j'ai fait comme tout le monde, je les ai appris, les critères un par un. J'ai vu que c'était bidon et maintenant je m'en sers plus. Du tout ? Donc, non, je m'en sers plus. Ça veut pas dire que je fais n'importe quoi, mais je me sers d'autres choses. Et en fait, quand vous avez un patient psychiatrien en moyenne qui a 4 diagnostics, soit c'est qu'on enfreint les statistiques de la maladie naturelle, soit c'est que nos critères ils sont pas bons, quoi. Donc, vous dites aussi, à propos de la psychiatrie française, je vous cite, la psychiatrie française est honteuse, j'en suis le dispensaire. On parle souvent de cette crise de la psychiatrie française. Pourquoi ? D'après vous, elle est aujourd'hui, on va dire, la mal-aimée des médecins d'une part, et puis peut-être encore plus des pouvoirs publics. Alors moi, j'ai un locus très interne. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui se casse, je me dis d'abord, peut-être que je l'ai mal fait. En France, la psychiatrie est complètement arriérée. On a des autorités de santé qui font des recommandations qui sont éclatées au sol, excusez-moi. Il y a des médicaments qui sont recommandés alors qu'on n'a pas une seule étude interventionnelle. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le tertian, c'est le neuroleptique le plus prescrit en France. C'est autorisé chez les enfants à partir de 3 ans. On n'a aucune étude. Il n'y a pas une étude, on est le seul pays au monde qui fait ça avec le Portugal, c'est un truc de fou. Il n'y a pas de formation médicale continue. C'est très inquiétant ce que vous faites comme... mais oui, mais c'est vrai. Vous allez affoler les... Ouais. Mais je pense qu'il faut s'affoler. Et du coup, quand les psychiatres disent il faut plus de moyens, il faut plus de ci, de ça, en fait, je pense que l'argent en psychiatrie en France, c'est pas très rentable. Je pense que c'est pas très rentable. Justement, cette grande misère de la psychiatrie française dont vous parlez, elle se traduit notamment, Fanny, par une inquiétante pénurie de psychotropes. Et oui, notamment le lithium prescrit aux patients bipolaires. On peut citer aussi la kétiapine nécessaire aux schizophrènes. D'après la Fédération hospitalière de France, les 18-24 ans sont particulièrement touchés. Sur 10 jeunes en souffrance psychique, 4, ils sont 38% précisément, disent faire face à une rupture de stock d'un médicament. Et ils sont même 5 sur 10 à déplorer des interruptions de soins. Or, chaque rupture de traitement est susceptible de provoquer des décompensations aiguës, des souffrances psychiques insupportables et surcharge davantage des services psychiatriques déjà saturés. C'est une alerte des psychiatres dans le journal Le Monde. Pour ces psychiatres, il y a urgence. Aujourd'hui, les pharmacies reconstituent progressivement leur stock, mais la situation reste fragile. C'est le mot employé par l'Agence de sécurité du médicament elle-même. Michael Sikorav, d'après vous, pourquoi on est dans cette situation ? Comment on l'explique ? Nous, on a rencontré la NSM, l'Agence nationale,
Et ils nous ont dit que pour gérer la situation, ils faisaient des réunions. Et donc, ils font plein de réunions, mais en pratique, moi, je n'ai pas vu vraiment ce qui était fait concrètement, quoi. Donc, on est tributaire de la production dans d'autres pays. C'est la délocalisation. C'est délocalisé. Il y a une augmentation de la prescription psychotrope dans le monde entier. Je ne sais pas si c'est une très bonne chose, mais c'est comme ça. Et on est le pays le plus embêtant, pour rester poli, avec les labos. Donc les prix sont négociés bas. Donc quand il y a une rupture, ils vendent ailleurs. On reste sur les médicaments et parfois, vous, à vos patients, vous prescrivez justement des substances qui n'ont pas reçu d'autorisation de mise sur le marché. Certains vous qualifient même de charlatans. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ils sont ignorants. Si demain, je trouve que les graines de chia soignent le cancer, c'est pas le cas, mais si je trouve que ça soigne le cancer, ce sera pas dans le Vidal, parce que c'est naturel, on peut pas faire d'argent avec. Donc vous avez des vieux médocs qui existent depuis 60 ans, qui sont efficaces, qui ont été prouvés efficaces par des chercheurs indépendants, il n'y a pas 1 centime à se faire. Vous avez le Pramipexole, les gens prennent pas 1 kilo dans la dépression. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en psychiatrie. Et en fait, c'est un vieux machin, donc ça n'a pas l'AMM, mais c'est des questions financières exclusivement. Donc en fait, il faut vraiment que les gens et les médecins, et ça on ne nous l'apprend pas, arrivent à faire la différence entre un truc qui est dans le Vidal parce que c'est de l'argent, parce que c'est pertinent, parce que c'est efficace ou pas. C'est vraiment pas pareil. La bipolarité touche à peu près aujourd'hui 3% de la population française. J'imagine donc 3% de la population française diagnostiquée comme telle. Est-ce que les diagnostics ont suffisamment progressé pour que ça corresponde à peu près au nombre de gens atteints de bipolarité en France, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y en a bien plus que ceux qui ont été diagnostiqués comme tels ? C'est comme pour le TDAH, à mon avis. En psychiatrie, on diagnostique des gens qui ne devraient peut-être pas être diagnostiqués, et ceux qui devraient l'être, ils passent complètement sous les radars. Donc pour le TDAH, je ne vais pas me faire d'amis là, on a des gens qui sont diagnostiqués TDAH et autisme, où c'est quasiment invisible, c'est le grand truc du moment. Mais à côté, on a des gens SDF, en prison, etc., qui ont un handicap visible, qu'on pourrait aider de façon très claire, qui passent complètement sous les radars. Donc en fait, j'ai pas du tout la réponse à votre question. Ça veut dire en nombre de personnes, vous n'avez pas quantitativement, pour les gens atteints de bipolarité en France, on ne peut pas donner une estimation aussi ? On peut donner, mais ça vaut pas grand-chose. Le diagnostic est flou et les psychiatres ne sont pas d'accord, donc... Une toute dernière question, Michael Sikorav, votre femme est psychiatre, vous le disiez, et c'est elle qui vous suit d'ailleurs. Oui. C'est pas un peu compliqué d'être suivi par sa femme, si c'est parfait. C'est parfait parce que... Non mais c'est vrai, moi je me suis rendu, j'ai vraiment baissé les armes. Et il y a un moment où j'étais pas bien, et quand elle me disait là t'es pas bien, t'es chiant, et je prenais mes médocs, je changeais. Si j'arrête mes médocs, elle se barre. Et elle a raison, c'est invivable, sans médocs, c'est invivable. Et ça rend les choses beaucoup plus simples, honnêtement. Donc, je suis très content. Merci, Michael Sikorav, d'être passé ce soir par le plateau de 20 minutes. Il faut lire donc Blouse blanche, idée noire, le témoignage percutant d'un psychiatre bipolaire. C'est aux éditions Deboc Supérieur. Merci à vous. Merci beaucoup. On passe maintenant à notre débat du jour sur le Hezbollah. Accusé d'avoir tué samedi un soldat français de la FINUL au Liban, le sergent-chef Florian Montorio, et d'en avoir blessé plusieurs autres. Un drame qui renvoie à l'enjeu du désarmement de cette milice chiite pro-iranienne. L'ONU l'exige depuis plus de 20 ans, mais nul n'a jamais pu l'obtenir. Alors que représente encore le Hezbollah au Liban aujourd'hui ? Peut-on vraiment le désarmer ? On en débat juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Le sergent-chef Florian Montorio avait 40 ans. Il a été tué samedi au Liban dans une embuscade contre une patrouille de casques bleus français. À Montauban, son régiment salue un militaire d'exception. Sa bravoure et sa valeur étaient immenses. C'est aujourd'hui tout le régiment qui le pleure et qui l'honore. La France pointe la responsabilité du Hezbollah. Le groupe chiite pro-iranien nie lui toute implication sur fond de cessez-le-feu fragile entre Israël et le Liban. Le Hezbollah rejette la trêve et tire à boulet rouge sur l'État libanais qui s'est engagé à désarmer la milice chiite. C'est un échec. Les dirigeants libanais sont faibles, vaincus et mènent des négociations de capitulation. Les négociations que mène l'État ne nous concernent pas. L'État libanais a-t-il vraiment les moyens de neutraliser le Hezbollah ? L'influent mouvement est protéiforme, c'est aussi bien une milice armée qu'une organisation religieuse, un influent parti politique et un important réseau d'associations caritatives soutenu par une partie des Libanais.
Nous combattrons aux côtés du Hezbollah, car il nous représente et nous protège du mal. Mais les positions du mouvement pro-iranien divisent. À l'image de cette une de presse, des chrétiens libanais frappés par Israël accusent le Hezbollah de jouer les incendiaires. Pourquoi nous entraîne-t-il dans une guerre? Nous voulons la paix. Une paix qui peine à se dessiner. Israël occupe le sud Liban, où il a officialisé l'existence d'une ligne de démarcation à ne pas franchir, sous peine de riposte militaire. Netanyahou et moi avons ordonné à l'armée d'agir avec toute sa force, à la fois au sol et dans les airs, y compris pendant le cessez-le-feu. Alors, entre l'occupation israélienne et le spectre d'une guerre civile, comment sortir le Liban de la crise? Le Hezbollah peut-il être désarmé? La France a-t-elle un rôle à jouer? Bonsoir à tous les trois, merci de nous avoir rejoints. Nous allons essayer de répondre à ces questions tous ensemble. À mes côtés, Gil Mehaili. Bonsoir Gil. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes historien franco-israélien et directeur de la publication de la revue Conflit. Selon vous, le Hezbollah est toujours une force que l'État libanais ne peut pas contrôler, dites-vous, même si le gouvernement tente de limiter ses actions. Et Israël contribue à démanteler ses capacités militaires. À vos côtés, bonsoir Karim Emile Bitar. Bonsoir. Bienvenue à vous, professeur associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste du Proche-Orient et enseignant à Sciences Po Paris. Selon vous, le Hezbollah a un ancrage social très important et ce n'est pas par la force qu'on pourra arriver à en venir à bout. Les menaces d'Israël contribuent à alimenter le narratif de ce mouvement. Dites-vous, il faudrait d'abord mettre un terme à l'occupation du Sud-Liban. Et à vos côtés, Lynn Tehini, bonsoir. Bienvenue à vous, journaliste franco-libanaise, spécialiste du Moyen-Orient. Vous collaborez avec le site d'information Ici Beyrouth et l'agence de presse libanaise Al-Markaziyya. Selon vous, le Hezbollah est un État dans l'État qu'il sera compliqué de désarmer. Ce n'est pas seulement une organisation militaire, dites-vous, car elle fait aussi partie du tissu social libanais. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Valérie, vous avez un drapeau qui est le drapeau du jour. Absolument, le drapeau du Hezbollah, un fond jaune saturé, au centre le mot Hezbollah qui apparaît donc en vert, la couleur de l'islam, calligraphié de telle sorte que la lettre centrale se transforme en bras brandissant une Kalachnikov. On devine un globe terrestre et un rabot qui sont les emblèmes des gardiens de la révolution iranienne. Au-dessus du fusil d'assaut en rouge, on peut lire « C'est le parti d'Allah qui sera victorieux » et en bas, la résistance islamique au Liban. C'est le Hezbollah qui est accusé d'être à l'origine de la mort du casque bleu français Florian Montorio. Karim Emile Bitar, que pèse aujourd'hui militairement le Hezbollah? Combien d'hommes, combien d'armes? Alors, nous pensions qu'ils étaient considérablement affaiblis après la guerre de novembre 2024. Les analystes militaires israéliens nous disaient qu'ils avaient perdu 80% de leur capacité militaire. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont toujours des missiles balistiques d'assez longue portée, qu'ils ont toujours un certain nombre de combattants aguerris, qu'ils ont été repris en main par les gardiens de la révolution iranienne qui semblent être véritablement aux commandes. On assiste à une véritable pasdaranisation du Hezbollah. Et puis, ils ont toujours un ancrage social. Face à ces frappes israéliennes très souvent indiscriminées, il y a un esprit de corps dans la communauté chiite libanaise qui fait qu'on ne peut pas encore les considérer comme trop affaiblis. Qu'est-ce que vous appelez une pasdarisation du Hezbollah libanais? C'est-à-dire que ce sont les Iraniens qui prennent directement en main aujourd'hui Ils prennent directement les décisions importantes. Hassan Nasrallah, le leader emblématique assassiné en 2024, avait obtenu une certaine aura à l'échelle régionale, tant et si bien qu'il avait une marge de manœuvre. Ils étaient déjà, avec ce lien organique avec l'Iran, ils étaient déjà inféodés, mais là, les décisions sont directement prises en Iran. Beaucoup au Liban sont persuadés que les frappes qui ont suivi l'ayatollah Khamenei ont été décidées par les Iraniens. Les députés et les ministres du Hezbollah semblaient les découvrir en même temps que nous. Pour vous, Lynn Tehini, ils sont combien concrètement? Combien d'hommes représentent le Hezbollah? Alors, on n'a pas vraiment de chiffres officiels. C'est plutôt le service de renseignement israélien qui en a beaucoup plus que les Libanais. Alors, on dit qu'avant la guerre de 2024, il y avait à peu près 100 000, on va dire, combattants du Hezbollah. Aujourd'hui, les chiffres, on dit autour de 25 000, sachant que quelques-uns ont été tués depuis le début de la guerre, 4 à 5 000. Donc, on dit à peu près 20 000 combattants, on va dire, qui ne sont pas des réservistes, parce qu'il y a beaucoup plus aussi de réservistes
réservistes. Et ça, c'est un élément très important pour le Hezbollah. Après, d'un point de vue des armes, tout comme... C'est ce que Karim disait tout à l'heure. Oui, il y a encore énormément d'armes, même si nous savons que Israël, l'année dernière, avait détruit énormément de caches d'armes dans le sud Liban et dans la banlieue sud. Nous savons qu'il y en a encore énormément. La preuve, ce sont toutes les destructions de dépôts d'armes qu'il y a eu ce dernier mois, que ce soit dans la banlieue sud ou dans le sud Liban. Oui, dans la banlieue sud de Beyrouth. Dans la banlieue sud de Beyrouth, tout à fait. Ilmaili, est-ce que le Hezbollah, est-ce qu'il faudrait l'interdire tout bonnement, comme le souhaite d'ailleurs Israël? Il y a la branche armée, militaire, dont on vient de parler, avec l'état des forces qu'on essaye de faire. C'est aussi un parti politique au Liban. Est-ce qu'il est possible d'interdire le Hezbollah? Alors, ce que le gouvernement libanais a déjà fait il y a un mois, le Hezbollah, au moins la branche armée, est hors la loi. Et ils ont interdit aussi d'utiliser ces armes contre Israël, de décisions qu'ils ont ignorées superbement. Et donc, la question, c'est comme si en France, on dit et si on interdit la pauvreté? C'est pas comme ça que ça marche. Sauf qu'il y a une branche politique aussi du Hezbollah. Il n'y a pas seulement une branche militaire. Est-ce que celle-là, il faudrait l'interdire aussi? Ce qu'on appellerait une vitrine légale, peut-être, pour certains autres mouvements. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est une affaire libanaise. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a parlé tout à l'heure d'un État dans l'État. En fait, le sud Liban et le Bekaa aussi n'ont jamais connu un État. Sous les Ottomans, c'était le Wild West, et depuis, il n'y avait jamais de l'État. C'est un petit peu l'anthropologie de la Calabre, de la Sicile. Et donc, le Hezbollah est surposé sur un système... Le Hezbollah pallie cette absence d'État libanais dans le sud Liban et sur la plaine de Béka. C'est un petit peu comme la mafia, avec des réseaux. Ils ont des cousins en Afrique de l'Ouest, ils ont des amis et des cousins et des associés à Venezuela, en Amérique du Sud. Des réseaux, mais aussi, on le disait pourtant, voilà, un parti politique qui est représenté aujourd'hui avec 13 députés sur 128 qui ont été élus. Leur mandat a même été prolongé encore de 2 ans. Les élections auront lieu en 2028. Karim Émile Bitar, ces députés du Hezbollah ont été élus démocratiquement. Ils représentent... Ils ont des ministres aussi. Démocratiquement, ça se discute parce qu'ils sont quand même appuyés par un arsenal militaire, qu'ils ont des réseaux clientélistes dont leur public a besoin pour survivre, pour payer les frais de décollage, les frais d'hospitalisation. Donc il y a quand même un bonus pour les candidats du Hezbollah. L'État dans l'État, la formule revient au Liban depuis très longtemps, depuis l'époque de l'OLP. Il y a une formule plus juste qu'a eu le rédacteur en chef de l'Orient le Jour, Anthony Samrani, qui a dit c'est un État au-dessus d'un non-État. Parce que le problème, c'est parce qu'il n'y a pas justement d'État libanais suffisamment solide que des mouvements comme le Hezbollah ont pu émerger. Est-ce qu'il est possible de les mettre hors la loi? Donc le gouvernement a en effet décidé de mettre la branche militaire hors la loi, mais la branche politique, je ne pense pas. Avant l'émergence du Rassemblement national en France, il y avait des groupes comme Occident, Ordre Nouveau, on les a dissous. Ils sont réémergés sous d'autres appellations. Donc c'est un peu casser le thermomètre en espérant faire disparaître la fièvre. Donc le gros problème de fond, c'est la question de la démarcation des frontières terrestres et maritimes pour qu'on puisse véritablement dire qu'il n'y a pas de risque d'atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale du Liban. On va y venir dans un instant, mais juste avant, Lintéini, une autre question sur l'implantation, j'allais dire la popularité du Hezbollah parmi la population libanaise. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que les Libanais sont en révolte, en opposition au Hezbollah, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a un regain de sympathie en sa faveur? Tout dépend de où vous vous placez, parce qu'il faut savoir qu'au sein de la communauté chiite, en fait, le Hezbollah était en train de financer, il fait partie du tissu social libanais, mais à travers le financement de cette communauté chiite, donc des hôpitaux très importants, des institutions financières, il y en a plus de 30 qui sont parallèles aux institutions financières libanaises, des écoles qui n'ont pas le même programme que les écoles libanaises, donc vous comprenez, des services de santé, pharmacie, etc. Et aussi des institutions caritatives qui versent de l'argent aux familles des martyrs du Hezbollah. Donc ils ont construit tout un système social qui fait en sorte que c'est très compliqué pour cette communauté chiite de sortir en fait du Hezbollah. Il y a cette dimension sociale donc, de ce mouvement, c'est implanté dans la société, et puis il y a aussi la dimension militaire dont on parlait, ces milliers de roquettes tirées sur Israël, des accusations
accusation donc d'avoir tué ce soldat français de la finule. Justement, Fanny, l'un des objectifs du cessez-le-feu signé d'abord entre les États-Unis et l'Iran et par extension entre Israël et le Liban, c'est le désarmement du Hezbollah. Mais cet enjeu-là, c'est un véritable serpent de mer. Oui, depuis 2004 précisément, à l'époque, une résolution de l'ONU demande, je la cite, que toutes les milices libanaises et non libanaises soient dissoutes et désarmées, Hezbollah compris donc. Bien que les objectifs de cette résolution en 1559 soient régulièrement répétés par l'ONU, eh bien ce texte reste longtemps lettre morte. Aucune force n'est dédiée au désarmement du Hezbollah. Aucune sanction automatique n'est prévue. Conséquence, eh bien, le Hezbollah renforce son arsenal, on en parlait tout à l'heure, avec des drones, des missiles. Mais il y a 8 mois, le gouvernement libanais confie ce désarmement à l'armée régulière libanaise dans un plan en 2 phases. La première au sud du fleuve Litani, vous voyez sur cette carte. La seconde au nord du fleuve. Avec quel résultat ? Eh bien, l'armée dit avoir déployé 10 000 hommes au sud du fleuve. Elle dit avoir saisi 230 000 éléments de l'arsenal. On parle d'armes, de munitions, de rampes de lancement de missiles. Elle affirme aussi avoir détruit des tunnels et elle promet qu'elle anéantira les infrastructures restantes et les derniers stocks de munitions avant d'enclencher la phase 2 de ce fameux plan. Le Hezbollah refuse. Nul au Liban ou à l'étranger ne pourra désarmer le Hezbollah, a dit cet après-midi même un député du mouvement. Pas question pour lui de renoncer à ses armes alors qu'Israël, toujours selon le Hezbollah, ne respecte pas ses engagements. Israël, qui de son côté justifie ses frappes et le maintien de ses positions sur le sol libanais par la reconstitution des capacités militaires du Hezbollah. Gil Mikhaïli, est-ce qu'on est donc dans une impasse ? Est-ce que désarmer le Hezbollah, c'est une mission totalement impossible ? Alors, je commence par la fin. Si on n'arrive pas à couper les liens avec l'Iran, le Hezbollah ne va pas disparaître. En même temps, il faut vivre avec cette menace et que cette menace soit en quelque sorte comprimé au contenu. Donc, quelle est la situation aujourd'hui ? La situation aujourd'hui, c'est qu'officiellement, le Liban est un pays souverain. Mais c'est un pays souverain qui n'a pas les moyens d'imposer sa souveraineté. Et donc, si Israël n'emploie pas des moyens aériens qui violent l'espace aérien libanais, personne ne saura que fait le Hezbollah. Et si une fois Israël, par ces violations, ne traite pas les violations de Hezbollah, que seules les violations israéliennes peuvent découvrir par la force, personne d'autre le fera. Ni la FINUL, ni l'armée libanaise. Alors... Et donc, on est dans quelque chose. Si on ne coupe pas les liens entre l'Iran et le Hezbollah va toujours arriver à se maintenir à un certain niveau et Israël sera obligé de faire le travail de Liban à l'intérieur du Liban. Parce que c'est la seule force qui est capable de maintenir le Hezbollah dans une dimension contrôlable. On vous entend, mais est-ce que c'est vraiment la seule force ? Quels sont les moyens aujourd'hui, Lintaini, de l'armée régulière libanaise ? Alors, malheureusement, l'armée régulière, malheureusement, le Hezbollah reste l'organisation paramilitaire, une des organisations paramilitaires les plus puissantes dans le monde. Elle est, en termes militaires, plus forte que l'armée libanaise. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas une question de force seulement. Le problème est une question de volonté politique. Là est le cœur du problème aujourd'hui. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que politiquement, il y a eu des décisions historiques qui ont été prises ce dernier mois. Donc, pour la première fois, on va dire, dans l'histoire du Liban, le gouvernement libanais a décrété que la branche militaire du Hezbollah était hors la loi. Donc, ça, c'est un geste qui est très fort. Le deuxième point qui est très fort, c'est que le gouvernement aussi a demandé à ce que la région de Beyrouth soit démilitarisée. Donc, ça, c'est un autre geste fort de la part du gouvernement libanais. Et le troisième point, c'est déjà de parler de négociations, d'appeler à des négociations directes avec Israël. Donc ce sont 3 points qui sont très importants du point de vue, on va dire, politique. 3 points qui sont évidemment combattus par le Hezbollah. Tout à fait, qui sont combattus par le Hezbollah. Alors pour revenir à la question de l'armée. L'armée libanaise aujourd'hui est composée de composantes de différentes communautés libanaises. Donc la grande question, de là vient le problème, c'est que le général en chef de l'armée se dit si on va combattre le Hezbollah, ça va être perçu comme si on combattait toute une communauté qui quand même représente 30 à 35% de la population libanaise. Oui. Justement, Lintaini, excusez-moi, mais c'est vrai que la société libanaise est composée de cette multitude, cette mosaïque de communautés que vous évoquiez à l'instant, et
plane toujours, si jamais la situation dégénère, s'aggrave le spectre de la guerre civile. Précisément, si la finule est déployée depuis si longtemps au sud Liban, c'est que le pays a été en proie durant une quinzaine d'années à une terrible guerre civile. C'est l'objet de notre archive du jour qui nous ramène 26 ans en arrière, juste après le retrait de l'armée israélienne du sud Liban. Ils ont fêté la libération comme ils ne l'avaient plus fait depuis la fin de la guerre civile, en tirant des rafales de Kalachnikov en l'air au milieu de la foule. Et les habitants des villes évacuées par les Israéliens et leurs alliés acclament le Hezbollah en héros. Ici, le parti de Dieu est maître des lieux. 70% des chrétiens du village de Cléa ont collaboré avec l'État hébreu et se sont réfugiés en Israël. Ceux qui restent craignent que les représailles ne soient dirigées contre toute la communauté. Pour apaiser leurs craintes, le président de la République libanaise a décidé de leur rendre visite. Ils l'attendent avec impatience. Le président arrive, mais cela ne suffit pas. Tant que l'armée libanaise n'aura pas pris position dans le sud Liban, les chrétiens resteront inquiets. Karim Emile Bitar, est-ce qu'aujourd'hui, avec les affrontements entre Israël et le Hezbollah, l'armée libanaise démunie, on vient de le dire, et une forme de paralysie politique, est-ce que c'est le retour d'une guerre civile au Liban qui guette ? Le risque ne doit pas être minimisé, même si c'est un chiffon rouge parfois agité par le Hezbollah pour éviter qu'on ne prenne des mesures plus strictes. Mais Lynn a mis l'accent sur un point très important, peut-être plus dangereux que l'État dans l'État, c'est la société dans la société. Le fait que vous avez des écoles qui élèvent des générations dans le culte de Qassem Soleimani, de Khamenei, ce sera difficile. Vous pouvez éventuellement les désarmer, mais sortir de cet état d'esprit, c'est pas facile. Toutes les études académiques montrent qu'on peut éradiquer un groupe radical lorsqu'il a quelques centaines ou quelques milliers de membres. Mais à partir du moment où il a un ancrage social, on parle là d'1 million de personnes qui ont voté pour le Hezbollah, la solution ne peut passer que par une négociation politique, comme en Irlande du Nord, comme avec les FARC en Colombie, les maoïstes au Népal, au Guatemala, au Nicaragua. Mais comme ça a été dit, cette négociation politique ne peut pas se faire entre le Liban et le Hezbollah parce que ce sont les Iraniens qui ont le dernier mot. La main, donc le Liban se trouve dans une impasse et l'armée libanaise, la tragédie de l'armée libanaise, c'est qu'elle est soumise à des injonctions contradictoires. On la somme de désarmer en quelques mois un groupe qui depuis 40 ans est plus puissant que l'État et on ne lui fournit pas les moyens financiers, militaires et logistiques dont elle a besoin pour mener à bien cette mission, alors même que la décision politique, ça a été dit, a été prise. Il n'y a aucune ambiguïté de la part du Premier ministre et du Président de la République. Ils sont déterminés à restaurer la souveraineté de l'État. Encore faut-il qu'on donne à l'armée libanaise les moyens de le faire. Guy Meili, samedi, Israël a instauré, mis en place une ligne jaune à l'intérieur du sud Liban, qu'Israël qualifie de ligne de défense avancée. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette zone que définit cette ligne à l'intérieur du territoire libanais ? Une zone de protection, une zone de démarcation, une zone d'occupation ? Alors, une zone qui va même jusque dans les eaux territoriales libanaises, pour le préciser aussi. Alors, le 7 octobre, c'était un projet de Hamas, palestinien, mais l'idée était brevetée par le Hezbollah. Et c'est pour cela que le 7 octobre le matin, en Israël, ils ont envoyé beaucoup de forces vers le nord. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, Israël ne prend plus les risques qu'une force terrestre puisse foncer par la frontière. Et avant que l'armée israélienne puisse réagir, ça prend quelques heures, ça y est, ils sont déjà dans les villes, dans les villages, en train de brûler, tuer, prendre des otages, etc., etc. Et donc, le rôle tactique de cet espace, c'est de pousser la population dehors, de contrôler militairement. Là aussi, on les pousse suffisamment loin pour protéger la population. Alors, il y a eu aujourd'hui même, il y a quelques heures, une frappe de drone dans le sud Liban. Depuis le début des affrontements, en fait, les bombardements israéliens ont fait 2300 morts, déplacé 20% de la population, presque 1 million, plus d'1 million de Libanais. Une stratégie contre-productive vis-à-vis du Hezbollah, selon le ministre français des Affaires étrangères qui s'exprimait hier sur Radio J. Ce n'est pas en détruisant le Liban ou l'État libanais que l'on détruira le Hezbollah, bien au contraire, on le renforcera. Ce qui est parfaitement légitime
et qui est souhaitable, c'est que s'engagent au plus haut niveau des discussions et des négociations entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien. C'est la seule manière de consolider un cessez-le-feu durable, de procéder au désarmement du Hezbollah de manière efficace et de régler le différend qui oppose les deux pays depuis trop longtemps maintenant. Lynn Teini, il y a clairement un renforcement du Hezbollah si les bombardements israéliens continuent ? Écoutez, si la zone tampon se maintient dans le temps, ça va justifier un peu la présence de cette résistance de l'autre côté de cette frontière, vous comprenez ? Parce que c'est quand même la souveraineté du Liban qui est en question. Mais moi, je voulais revenir sur un point qu'on a mentionné tout à l'heure. Une des solutions serait... Tout d'abord, il faut savoir que la communauté chiite, il y a 2 leaders dans cette communauté. Donc, il y a le chef du Parlement qui est Nabih Berri et il y a le Hezbollah. Donc, en fait, aujourd'hui, si nous voulons procéder à la démilitarisation du Hezbollah, si nous voulons avancer dans des négociations de paix. Je ne vais pas dire négociation de paix parce que la paix est un grand mot et qu'il y a eu trop de morts du côté libanais. On va dire une reconnaissance des frontières. Si on veut avancer dans ce sens, il faut négocier avec le chef de cet autre, avec le président de la Chambre qui lui représente ces autres chiites en fait qui font partie de cette communauté parce que la clé pourrait être chez lui. Parce que si jamais l'armée vient pour désarmer le Hezbollah, ce ne sera pas perçu comme une bataille contre la communauté chiite, puisqu'une partie de cette communauté aura eu l'aval puisque l'armée aura eu l'aval du chef d'une partie de la communauté qui est le président Nabih Berri. Toute dernière question, Karim Emile Bitar, en quelques mots. On sait que l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran est extrêmement fragile et que les États-Unis pourraient peut-être, une fois l'expiration de ce cessez-le-feu dépassé, reprendre leur bombardement sur l'Iran. Si jamais les États-Unis bombardent de nouveau l'Iran, ça veut dire qu'automatiquement le Hezbollah va attaquer de nouveau Israël ? Probablement, mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que quand bien même il y aurait un cessez-le-feu entre les États-Unis et le Liban, Israël a annoncé que son opération au Liban ne s'arrêterait pas. Et cette carte que vous avez projetée de la ligne jaune, c'est ce qui inquiète les Libanais. Car Israël avait déjà occupé le Liban pendant 22 ans, entre 1978 et 2000. C'est ce qui avait donné naissance au Hezbollah. Mais à l'époque, il y avait une milice supplétive. Les habitants n'ont pas été forcés au départ. Là, on a rendu inhabitable le sud-Liban avec l'usage de phosphore blanc, de glyphosate, d'herbicides. Donc, il y a un risque de jonction avec les zones syriennes qu'Israël a déjà occupées. Il y a Israël Katz qui parle d'occupation permanente, Smotrich qui veut carrément annexer le Sud-Liban. Donc tout cela vient donner du grain à moudre au narratif du Hezbollah qui était au plus bas de sa popularité lorsqu'ils ont lancé les frappes contre Khamenei, après l'assassinat de Khamenei. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes. L'actualité toujours, mais vue par Théophile Cossa et Marie Bonisseau, une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale, elle a été neutralisée hier en région parisienne. De quoi intriguer notre ami Théophile, toujours bricoleur, et qui nous expliquera comment ça marche quand on veut neutraliser une bombe des années 40. Puis Marie se saisira des clichés pris par les astronautes de la mission Artemis sur la Lune pour nous montrer à quel point la planète a changé depuis 60 ans. Mais d'abord, l'ami Thibault Nolte, notre dictionnaire sur pattes, dissèque le mot vedette du jour. Ce soir, c'est Bilderberg, du nom de cet hôtel néerlandais où se réunit chaque année un discret forum de diplomates et d'hommes d'affaires, c'est entendu. S'est intéressé au Bilderberg, le site internet de Bilderberg. La réunion du groupe Bilderberg. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Bilderberg, toponyme néerlandais composé de Bilder, vraisemblablement un nom propre, et Berg, colline, désigne la réunion annuelle informelle d'un groupe occidental de grands décideurs, nommé d'après l'hôtel où a eu lieu sa première édition en 1954. Du 9 au 12 avril, s'est tenue la 72e réunion du groupe Bilderberg, conférence politique d'élite. Les réunions Bilderberg sont plus discrètes que secrètes. Elles réunissent annuellement dans un hôtel cossu, quelque part dans le monde, environ 130 sommités de 25 pays, aux poches profondes parfois, aux bras longs toujours. La liste des participants et les thèmes de discussion sont connus à l'avance, mais le résultat des débats reste bien gardé. Le groupe Bilderberg impose la règle de Chatham House, un code éthique de la diplomatie britannique qui exige que personne ne révèle l'identité de l'auteur d'une intervention. Les invités viennent sans personnel ni conjoint, s'engagent à ne rien faire fuiter, en échange de quoi ils peuvent livrer leurs pensées profondes, sans risque d'instagrammation fatale. En 1954, avec pour projet le rapprochement américano-européen face à l'expansion soviétique, un banquier américain et un prince batave réunissaient un aréopage de cadors capitalistes, militaires ou politiques du bloc de l'Ouest.
Le cénacle d'initiés est aujourd'hui sélectionné par un comité d'une 30aine de membres, patronné par un puissant directeur français. Hébergé cette année à Washington, le groupe Bilderberg, moteur intellectuel de l'OTAN depuis sa création, a notamment réfléchi à l'avenir de la guerre. Au casting, as de la tech, troufion gradé, patronne du MI6 ou ex-ministre des Affaires étrangères du Groenland. Renards, faucons, taupes et ours blancs, la ménagerie de guerre. Merci Thibault. Salut les amis, Marie Bonisseau et Théophile Cossa, bienvenue à tous les deux. Théophile, tiens, on va commencer par vous. Les habitants de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, ont vécu un dimanche insolite pour cause de déminage. Les forces de l'ordre ont dû désamorcer une bombe qui datait de la Seconde Guerre mondiale. Mais au fait, dites-moi Théophile, ça m'intéresse. Désamorcer une bombe, comment ça marche ? Eh ben, c'est pas simple, surtout avec cette bombe 225 kilos. Je parne pas de vous, Renaud, dont 110 kilos d'explosifs. Ah, alors ça c'est moi. Voilà, alors l'engin en question. On va le voir, alors on se rend pas bien compte là, mais ça fait à peu près un peu plus d'1 mètre de longueur, 33 cm de diamètre, une bombe découverte le 10 avril sur un chantier, un immeuble a failli être construit dessus, elle daterait de 1942, larguée par un bombardier anglais à 4000 mètres d'altitude. En arrivant au sol, elle s'est enfoncée à 3 mètres sous terre, oubliée pendant des décennies. Bref, le désamorçage s'est passé hier et ça a été toute une logistique. Pour ça, la préfecture de police a défini un périmètre de sécurité de 450 mètres à la ronde. Ça veut dire que tous les habitants du périmètre, 15 000 personnes, ont été priées d'évacuer les lieux dès 7 h du matin. 7 h du matin, un dimanche, c'est quand même assez vache. Voilà. Donc 360 agents ont été mobilisés pour s'assurer que la zone soit déserte de chez déserte. Les démineurs ont commencé le boulot à 10 h 30 tranquille. Mais dites-moi Théophile, ça m'intéresse. Comment ont-ils fait ? Alors, d'abord, il a fallu extraire la bombe de l'endroit où elle était et la déplacer avec un engin de chantier sur 30 mètres de distance pour la mettre dans un grand trou creusé spécialement pour l'opération. Alors déjà, ça, c'était chaud. Et c'était juste l'étape 1. Ensuite, il y avait 2 plans. Plan A, extraire le détonateur de l'engin, puis déplacer la bombe sur un autre site pour la détruire tranquillement. Sauf qu'assez vite, le diagnostic tombe. Impossible, le détonateur est complètement soudé. Bon, pas le choix, on passe au plan B. Faire exploser la bombe. Alors pour ça, les démineurs lui ont accroché des charges explosives dessus et puis ils ont recouvert le trou d'un énorme dôme de sable. C'est ça qu'on appelle le bricolage du dimanche, en fait. Voilà, exactement. Tout autour, ils ont creusé des tranchées pour casser la propagation des ondes de choc souterraines et protéger les canalisations de gaz. Ils ont pensé à tout. À 15h18, boum, l'explosion, alors qui a été attendue quand même à des kilomètres à la ronde. Voilà, magnifique cette explosion. Mais tout va bien, mission réussie. Les habitants ont pu rentrer chez eux en fin d'après-midi. Et ce genre d'intervention, ça n'arrive pas souvent quand même. Ah bah si, chaque année, des centaines de tonnes de munitions sont déminées comme ça. En 2025, pareil, 10 000 personnes avaient été évacuées au nord de Paris après la découverte d'une bombe de 500 kilos quand même. Et attendez, on n'est pas rendu. 50 000 tonnes d'obus seraient toujours enfouies sous nos pieds. Donc, évidemment, si vous en trouvez un dans votre jardin, vous jouez pas au cow-boy, vous ne coupez pas le petit fil rouge. Bref, vous touchez à rien, vous appelez le 17 et vous laissez faire les professionnels. Vous êtes sûr, c'est pas le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert? Bon, je toucherai pas. Merci Théophile de vos bons conseils. Marie, on va enchaîner avec vous. Vous revenez sur l'une des photos, Marie, qui a été prise par les astronautes de la récente mission Artemis 2, un coucher de terre qui fait écho à un des plus célèbres clichés de l'histoire. Peut-être c'est une photo que vous avez vue passer, elle est magnifique, elle a été prise le 6 avril dernier par l'équipage du vaisseau Orion, un coucher de terre qui est une sorte de remake. Pardon, je parle américain parce que c'est la NASA. Une sorte de clin d'œil au fameux lever de terre, Earthrise, une des photos les plus célèbres du XXe siècle. On est à la veille de Noël 1968. Les astronautes d'Apollo 8 sont en train de tourner autour de la Lune. L'année d'après, il y a des collègues qui vont mettre carrément les pieds sur cette Lune. Et ils immortalisent, à la stupeur générale, c'était pas prévu, la première photo de la Terre en couleur. 58 ans après, donc rebelote. Et alors, la BBC a fait un peu la rabat-joie ce week-end à propos de cet hommage, alors que globalement les titres de presse s'émerveillaient, disaient « Oh, comme c'est joli, c'est sublime ce coucher de terre, merci Artemis 2 ». La BBC, elle, a choisi d'insister sur le fossé qui sépare les deux photos. La première de 1968, elle a provoqué véritablement un tsunami mental dans les sociétés de l'époque en montrant pour la première fois la fragilité de cette planète Terre qu'on a vue comme un tout petit point de vie, comme ça paumé dans un vide infini et tout noir.
Un an et demi après cette photo, qu'est-ce qui se passe? Le 22 avril 1970, vous avez 10% de la population des États-Unis qui descend dans la rue manifester pour l'environnement. 20 millions de citoyens qui manifestent en même temps. C'est la première journée de la Terre. Dedans, il y a beaucoup d'étudiants qui ont été notamment inspirés dans leur méthode par les mouvements des droits civiques des années 60. S'en suivront après la création de Greenpeace, notamment en 71. Et puis, le Congrès américain va adopter des lois, une série de lois sur l'eau, sur les espèces menacées, sur les insecticides, etc. Cette photo de la planète Terre de 1968, elle n'a pas créé l'écologie politique, mais elle a quand même bien aidé à l'unifier et à lui faire prendre une ampleur inédite. Aujourd'hui, que dit la BBC? Déjà, il n'y a plus du tout l'effet de surprise. Si on veut regarder la planète Terre vue de l'espace, on va sur la chaîne YouTube de la Station spatiale internationale et puis on peut la regarder H24. Donc on est blasé. Alors qu'il y aurait urgence à mieux la regarder, cette planète, la BBC est allée voir un glaciologue et un climatologue. Ils ont demandé de commenter ce cliché. En 58 ans, l'Antarctique, qu'on voit justement sur la photo, a perdu 28 000 kilomètres de banquise. Les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ont augmenté d'environ 1/3. Et puis les températures mondiales, elles se sont réchauffées, je ne vous l'apprends pas, d'au moins 1 degré. La journée de la Terre, c'est le 22 avril, c'est dans 2 jours. J'imagine que ça, je vous l'apprends, moi aussi, je ne le savais pas. Elle fait face, toujours selon la BBC, depuis plusieurs années, à des soupçons d'éco-blanchiment, en gros de récupération par les entreprises, un peu comme le 8 mars. On s'achète une petite image de marque engagée à peu de frais. Conclusion, plus ça urge, moins on le regarde. Je suis à ça de vous citer Jacques Chirac et la maison qui brûle, mais je vous la laisse celle-là. Mais nous regardons ailleurs. Merci Marie, merci Théophile, merci à tous les amis et merci à vous de votre fidélité. À demain, 20h05. Tchuss.